Nida Daf Mem Tet. Nous commençons à la Mishnah. 8 lignes à partir du début. Matnitim, Kayot Sebo. Donc à la suite de ce que nous avons vu dans le Daf précédent, la première Mishnah du 6e Pérek, où le Tana nous dit il y a la possibilité, c'est possible que le siman d'en bas vienne avant le siman d'en haut, mais il est impossible que le siman d'en haut vienne avant le siman d'en bas, d'après les Chachamim, comme nous l'avons vu. À la suite de cela, la Mishnah continue. Kayot Sebo, nous avons aussi un cas qui ressemble énormément, non pas dans le sujet, mais dans cette possibilité que parfois, comme nous allons voir, un trou qui fait sortir de l'eau, peut-être ne fait-il pas rentrer de l'eau, mais un trou qui fait rentrer de l'eau fera automatiquement sortir de l'eau. Donc nous allons voir, nous allons étudier cette Mishnah avec les quelques cas que l'Agma nous rapporte. Kayut Sebo. Kol Keli Cheres, tout ustensile en argile. Shu Machnis, dans lequel donc il y a un trou, et que ce trou fait rentrer de l'eau, Motzi, ce même trou peut faire sortir aussi de l'eau. Veyesh Motzi veno Machnis, mais il peut y avoir un trou qui fait seulement sortir de l'eau, mais qui ne fait pas rentrer l'eau, c'est-à-dire le trou est un peu plus petit. Quelle différence avec le Klicheres qui fait rentrer et sortir de l'eau, tout ceci nous allons le voir, la Gemara va expliquer. Un autre cas que la Gemara nous dit, Kolever Shishbo Tziporen, tout membre. Ici il s'agit d'un membre, nous explique Rashi, un doigt en plus. Un homme qui a 6 doigts, le 6e doigt est considéré comme une partie de ce corps. Et comme la Gemara l'expliquera, prenons l'exemple d'un homme qui meurt, c'est un homme qui, donc après, mort est tamé. Il est tamé, il est métamé, c'est le mort. De même, toute kazaït, c'est-à-dire une quantité d'un kazaït, d'une olive, de son corps de chair, va aussi communiquer l'impureté de Toumatmet. Et s'il y a un kazaït d'un mort dans une maison, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette maison est impur par l'impureté de Oel, de la maison. Nous avons vu un peu plus haut une halakha, c'était Daf Mem Gimel, où le Ever, c'est-à-dire un membre, n'avait pas besoin de ce chiour, de cette quantité de kazaït. C'est-à-dire même s'il y a un petit doigt de l'homme, qui est considéré comme un membre, et qui ne correspond pas à un kazaït, malgré tout il y a l'impureté comme d'un kazaït, puisqu'il y a cette rachivut, cette importance du membre. Quel va être le din? Donc d'un doigt en plus, c'est un membre, et il n'y a pas de kazaït. Dans quel cas va-t-on considérer ce membre suffisamment important, rachouv, pour rendre communiquer l'impureté, même s'il n'y a pas de kazaït? Eh bien la Mishnah nous dit, tout membre, chez Yeshbo Tziporem, qui a un ongle, donc Yeshbo Etzem, je sais aussi qu'il a un os, et puisqu'il a un ongle et un os, il est considéré comme étant rachouv, et même s'il n'a pas la quantité d'un kazaït, lorsque ce membre, ce doigt en plus, se trouve dans une maison, donc le doigt d'un mort, tout ce qui se trouve dans la maison est impur. Mais on peut trouver un doigt en plus, où il y a etzem, un os, mais il n'y a pas d'ongle. Et à ce moment-là, ce éver n'est pas considéré comme membre, n'est pas considéré comme tel, et il faut qu'il y ait la quantité d'un kazaïd pour répandre l'impureté. Sinon, non. Comme la Gemara l'expliquera, nous reviendrons. Kol metame midras, metamet memet. Tout ustensile, tout keli, dire tout lit, où il y a l'impureté de midras, c'est-à-dire lorsqu'un homme impur va s'asseoir ou s'allonger dessus, il y a aussi automatiquement sur le même pli l'impureté de tmemet si ce keli se trouve dans une maison où il y a un mort ou s'il a été touché par un mort. Mais nous avons yesh metamet memet, nous avons un kli qui peut être impur par l'impureté du mort, ve'eno metame midras, mais qui ne sera pas impur par l'impureté de midras. Comme nous le verrons encore, un cas que la Gemara nous rapportera, c'est le cas donc d'un keli, d'une mida, par exemple un keli qui normalement a un CA, c'est un keli de mesure, que on utilise en tant que keli, mais même si on va le retourner, s'asseoir dessus, il ne
va pas être impur par l'impureté de Midras, puisqu'on ne peut pas le désigner au Midras, puisqu'à n'importe quel moment, s'il y a un tamé assis sur ce Kéli, on va lui dire, tu peux te poser, j'ai besoin de ce Kéli. Il n'est pas réservé au Midras, pas comme une chaise. Lorsque quelqu'un est assis, il est assis. On ne peut pas le déplacer. On n'a pas besoin de la chaise pour autre chose que de s'asseoir. Un Kéli, il peut y avoir une autre utilisation du Kéli, de cet ustensile, que le Mishkav, dire ce Kéli qui pourrait être utilisé pour, au contraire, mettre des aliments, une récolte à l'intérieur, et non pas pour servir de tabouret et de chaise. Donc nous voyons aussi dans cette même Mishnah, donc des cas où lorsqu'il y a un, il y a automatiquement l'autre, mais parfois il y a un sans l'autre. Donc par exemple, prenons le premier cas du Klicheres, lorsque le trou est suffisamment grand pour faire rentrer de l'eau, c'est certain qu'il peut faire sortir aussi de l'eau. Mais un trou qui fait sortir de l'eau ne fait pas automatiquement rentrer l'eau, comme nous allons le voir. Donc la Gemara va expliquer. Vous posez la question. Nous avons vu dans les Evarim, dans le membre, c'est un doigt en plus. Quel va être le din si ce doigt n'est pas en plus? Il fait partie des 5 doigts, mais qu'il n'a pas, par exemple, d'ongle. Va-t-il être considéré comme un Ever ou pas? Eh bien là, Rashi nous dit, nous le verrons aussi dans la Gemara, Aval Ena Shel Yeteret, dit Rashi dans la Mishnah, s'il ne fait pas partie des doigts en plus, il fait partie d'un des 5 doigts de la main, même s'il n'y a pas de tzipor, il n'y a pas d'ongle, il est considéré comme un Ever. Donc c'est seulement lorsque c'est un doigt en plus où il faut cette condition de tziporen, donc automatiquement d'os qui obligatoirement se trouve s'il y a un ongle. Donc la Mishnah, nous l'avons étudié, nous allons commencer la Gemara qui va expliquer le premier cas concernant le Kéli. Donc avant de commencer la Gemara, nous verrons tout de suite que le Klicheres, c'est-à-dire c'est un Kéli en argile, un ustensile en argile. Lorsqu'il y a un trou, si cet ustensile est réservé au liquide, lorsqu'il y a un trou, on s'imagine bien qu'on ne va plus utiliser ce Kéli. Donc ce Kéli va perdre son statut d'ustensile. S'il est impur et qu'il est troué, c'est comme s'il est brisé. Il reste donc à savoir quelle va être la grandeur du trou. Donc la grandeur du trou, c'est l'utilisation du Kéli. Si on l'utilise pour mettre des liquides, lorsqu'il y a un trou et que le liquide peut sortir, a priori, le liquide n'a plus aucune utilisation. Malgré tout, lorsque quelqu'un a un Kéli avec un petit trou et que juste le liquide va sortir, il le gardera quand même, puisqu'il va prendre un autre morceau, un autre débris de Kéli, s'il a un autre ustensile en argile qui s'est brisé auparavant, il va prendre un petit bout et le mettre sous le trou parce que c'est un tout petit filet qui a un goutte, comme nous verrons même pas un goutte à goutte qui va sortir. Donc il peut quand même conserver le grand Kéli en mettant un autre morceau qui récupérera les quelques gouttes qui tomberont. Donc il y a encore l'utilité de ce Kéli. Malgré tout, lorsqu'il y a un trou aussi grand, tellement grand, que il peut même sortir, le liquide va même sortir, là effectivement on ne l'utilise plus comme nous le verrons dans l'Agma. Nous avons besoin par exemple d'un Kéli Minatora pour les cendres de la vache rousse. Normalement, lorsque nous avons brûlé la vache rousse, nous avons les cendres. Il faut mélanger ces cendres avec de l'eau de source. On va mettre dans un Kéli, comme la Torah le dit, Maim Chaim El Kéli, de l'eau de source, de l'eau vivante. El Kéli dans un Kéli. Ensuite, on va rajouter la cendre de la vache rousse et le mélange sera aspergé sur l'homme impur ou sur l'ustensile impur. Lorsque nous avons un Kéli et qu'il y a un trou, et que ce trou est tellement grand que même un liquide peut rentrer à l'intérieur, dans ce cas-là, le Kéli n'a plus son statut de Kéli, d'ustensile, et il est pas soul, je ne pourrais pas l'utiliser pour la vache rousse. Et c'est ce que la Gemara va nous expliquer. Machnis, lorsque le trou est tellement grand qu'il peut faire rentrer un liquide à l'intérieur, pas soul, les mechatat, le Kéli, donc impropre, on ne pourra plus l'utiliser même pour les mechatat, pour les cendres, les os de la vache rousse, ou pasoul mishum gistera. Et il sera aussi pasoul en tant que gistera. C'est-à-dire gistera, nous explique Tosfot, c'est un mot grec qui signifie un débris, un morceau. Donc un morceau de cli, comme la Gemara l'explique par ailleurs, et que Rashi rapporte ici, lorsqu'il y a un débris de Klicheres, il peut toujours être utilisé, puisqu'il a quand même un petit récipient, quand même un endroit où on peut laisser des liquides. Mais lorsque il y a un trou bemachnis, qu'on peut faire même machnis, c'est-à-dire il peut même rentrer un
liquide à travers ce trou-là, donc là, même le gistera n'a plus son statut donc de Keli, et il ne sera pas Mekabel Touma, et il ne pourra pas recevoir l'impureté aussi. Puisque tout ustensile qui a son nom d'ustensile de Keli peut être impur. Lorsqu'il n'a plus son statut de Keli, il n'est pas impur, il ne peut pas aussi donc recevoir les communiquer l'impureté. Donc lorsqu'il y a un trou qui peut faire rentrer de l'eau, on ne peut pas l'utiliser pour la paradouma et il est pas sous le shimishum gistera, c'est-à-dire ce n'est même pas un débris de klicheres. Motzi, lorsque le trou n'est pas aussi grand, mais il peut juste faire sortir un liquide, kasher les mechatat, il sera toujours kasher. On pourra l'utiliser pour la vache rousse ou pas sous le mishum gistera. Mais malgré tout, par rapport à ce débris, il est pas soul. Pourquoi? Puisqu'il y a quand même de l'eau, un liquide qui peut sortir. Comme la Gemara va expliquer, puisque nous avons dit, lorsque j'ai un grand keli et qu'il y a un petit trou, donc je vais amener un débris pour pouvoir reprendre, pour pouvoir rattraper ce qui va couler. Mais lorsque c'est déjà un débris, je ne vais pas prendre un autre débris pour ramasser ce que ce débris a laissé couler. Amar Ravasi nous dit, Shonim, nous avons une halakha le Mushim Sinai, nous avons enseigné, Keli Cheres, un ustensile en argile, Shiuro, Bekones Mashke. Son shiur, pour ne plus qu'il ait son statut de Keli, c'est Kones Mashke, lorsque il y a un trou où le liquide peut pénétrer, peut rentrer. Velo Amrou Motzi Mashke, le trou qui fait sortir un liquide, qu'à ce moment-là, on va dire, il n'a plus le statut de Keli, c'est seulement l'Inyan Gistera Bilvad pour un débris, pour un morceau de Glicheres. Maïtama, Ama Mazoutre Bir Rav Nachman, nous explique Mazoutra, le fils de Rav Nachman, les fiches un omrim avec Gistera les Gistera. Puisque, on ne va pas dire amène un débris pour récupérer l'eau qui va tomber de ce débris-là. Encore, lorsque j'ai un grand Keli, qu'il y a un trou, c'est vrai qu'il y a un peu de liquide qui s'échappe, qui sort de ce Keli-là. Alors je dis, je prends un autre morceau pour récupérer ces liquides. Mais lorsque, ce n'est pas un Keli, mais c'est une Gistera, déjà un morceau et qu'il y a un trou, c'est vrai que j'utilise quand même cette Gistera, ce débris. Mais je ne vais pas le garder au point de prendre un autre débris pour récupérer les quelques gouttes. Donc en deux mots, ce que nous avons vu dans notre Gemara, et c'est l'explication de la Mishnah, donc tout Keli Cheres, Sheu Machnis, qui fait rentrer lorsqu'il y a un trou et que l'eau peut pénétrer, c'est sûr que l'eau peut aussi sortir. Donc un tel Keli ne pourra pas être utilisé pour les Mechatat, pour la Paradouma. Mais lorsqu'il est Motzi, peut-être que lorsque seulement le trou fait sortir, peut-être qu'il ne fait pas rentrer, il ne laisse pas pénétrer l'eau à l'intérieur, et donc à ce moment-là, on pourra toujours l'utiliser pour la Paradouma. Comment allons-nous savoir est-ce que ce Keli fait rentrer de l'eau ou pas? Ce trou peut laisser pénétrer l'eau ou pas? La Gemara nous explique Tanura Banan. Ketzad Botkin Kli Cheres. Comment va-t-on vérifier un ustensile en argile qui est troué? L'Eda pour savoir Imnikev Bekones Mashke Imlav. Est-ce que le trou est suffisamment grand qu'il peut faire pénétrer de l'eau ou pas? Eh bien, il y avait Areva Melemaim. Tu vas amener une grande bassine pleine d'eau. Venoten Kdera Letocha. Tu vas donc rentrer cette Kdera, ce Keli, cet ustensile en argile à l'intérieur. Et donc je vais voir est-ce qu'il y a de l'eau qui va pénétrer, qui va rentrer à l'intérieur de ce Keli. Im kinsa beyadoa shekones mashke. S'il y a de l'eau, donc tu vois que le trou laisse pénétrer l'eau. Vim la sinon beyadoa shemotzi mashke. Tu sais que ce trou ne peut faire que sortir de l'eau et non pas faire pénétrer de l'eau. Ça c'est l'avis de Tanakama. Mais nous allons voir tout de suite dans Moudbet. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, puisque Rabbi Yehuda va dire, étant donné que tu es là et que tu appuies, tu pousses ce liquide, donc la pression va faire en sorte que, même si le trou est petit, l'eau va pénétrer à l'intérieur. Donc Rabbi Yehuda, c'est pas comme cela qu'on peut vérifier. Mais alors, on va faire le contraire. Kofef oznek dera letocha. Donc je vais prendre, effectivement, une bassine, je vais renverser ma marmite à l'intérieur, donc une marmite vide, ou matzif alea maim, et je vais mettre de l'eau même au-delà de ce Keli, et je vois s'il y a de l'eau qui pénètre, donc là il n'y a aucune pression, c'est le trou qui va laisser pénétrer, veim connaissent, beyadoa je connaisse mashke, donc je vois que c'est un trou qui laisse pénétrer l'eau, veim laves, non beyadoa je motzi mashke, je vois que c'est un Keli qui fait sortir seulement le liquide, mais qui ne le laisse pas pénétrer.
Ou il y a une autre possibilité, nous dit Rabbi Yehuda, Shoftal Gabeaor, tu vas prendre ton keli, rempli d'eau, et tu vas le mettre au-dessus du feu. Si il y a du goutte à goutte, donc si ça coule, c'est que ce trou est suffisamment grand que même l'eau aurait pu pénétrer. Mais si rien ne sort, bien qu'il y ait un trou, c'est que c'est un trou qui laisse seulement sortir du liquide, mais là le feu le retient. C'est ce que l'Agma va nous dire. Si le feu retient l'eau, retient le liquide, donc tu es sûr que c'est un trou qui laisse sortir le liquide, mais qui ne peut pas le faire rentrer. Puisque s'il est suffisamment grand pour faire rentrer un liquide, même le feu n'aurait pas pu retenir ce liquide. Donc tu sais que si malgré tout ça coule, tu sais que le trou est suffisamment grand pour que même un liquide puisse rentrer à l'intérieur. Donc dans le cas où nous n'avons pas de bassine, on pourra s'aider à l'aide du feu. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, troisième déa, n'est pas d'accord, puisqu'il va dire le feu lui-même peut retenir l'eau, même si le trou est suffisamment grand pour faire pénétrer l'eau. Rabbi Yossé Omer, Aflo Shoftal Gabeor, le feu peut retenir l'eau. Et là, Shoftal Gabeor Remes, tu vas le mettre au-dessus de braise chaude, ardente, im remetz ma'amida. Donc si les braises, la chaleur va retenir l'eau, la beyadwa shimotzi mashke. Tu sais que ce trou n'est pas suffisamment grand pour faire pénétrer de l'eau, mais seulement pour faire sortir de l'eau. Veim là, si malgré tout ça coule, donc tu vois que le trou est très grand, beyadwa shekones mashke, shekones mashke, que ce trou est suffisamment grand pour faire même pénétrer de l'eau. Donc nous avons trois possibilités. Dernière ligne que la Mishnah Braïta nous dit, Aya, Toret, Tipa, Char, Tipa, si tu vois que ce trou laisse donc l'eau sortir goutte après goutte, Beyadouach Kones Mashke, tu sais aussi que c'est un trou qui peut faire pénétrer de l'eau. Donc un trou qui ne fait pas pénétrer l'eau, mais qui fait seulement sortir l'eau, c'est un trou où il n'y a même pas du goutte à goutte. C'est vraiment un tout petit trou. La Gemara termine en disant Maïka ben Tanakama et Rabbi Yehuda. Quelle est la différence entre Tanakama, quelle est la machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Amarula, ou la réponse qui nous salide à Trak ben la machloket, c'est est-ce que lorsque l'eau va rentrer avec la pression, comme nous l'avons vu, est-ce que c'est une preuve ou pas? D'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas une preuve étant donné qu'il y a la pression, donc d'après les Chachamim, c'est valable. Donc nous avons expliqué le premier cas du klicheres avec un trou qui fait pénétrer l'eau et un trou qui ne fait seulement sortir de l'eau. Donc la nafkamina, c'est par rapport au keli de para adouma qui serait utilisé pour la vache rousse. L'agma continue. Kolever sheishbot tzipore, nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'il y a un membre, donc nous avons expliqué c'est un doigt en plus, chez yeshbot tziporem qui a un ongle, c'est sûr qu'il y a aussi un os, et donc il y a cette rachivut, cette importance dans Ever, et même si ce doigt n'a pas le volume d'un kazaït, il peut communiquer l'impureté BOL. Et là, la Gemara va expliquer. Yeshbot tzipore, lorsqu'il y a un ongle, metame bemaga ou bemassa, ce doigt va communiquer l'impureté bemaga par un contact, si je le touche, bemassa si je le porte même sans le toucher, ou BOL, donc le porter sans le toucher, bien sûr, c'est lorsque je l'ai porté par l'intermédiaire, par exemple, d'un keli even, d'un ustensile en pierre, qui normalement lui n'est pas mekabel touma. Donc il ne peut pas y avoir de communication. Ou BOL, ou bien dans un OL, c'est-à-dire dans une maison, dans une tente, il y a la touma de OL, puisque la touma va se répandre dans toute la maison, étant donné que c'est un membre qui a un ongle, et donc automatiquement aussi un etzem, un os. Dans le cas où yesh bo etzem ven bo tziporem, il y a un os, mais il n'y a pas de tziporem, il n'y a pas d'ongle. Donc là, il n'y a pas la même chashivut du membre, puisqu'il n'y a pas de kazaï, donc il n'y a pas de touma de OL. Malgré tout, metame bemaga ou bemassa. Il y a l'impureté bemaga ou bemassa par le contact ou pour l'avoir porté. Comme l'explique Rashi, pourquoi? A priori, normalement, il ne devrait pas y avoir d'impureté puisqu'il n'y a pas de kazaït. Rashi l'explique, étant donné que le etzem, l'os lui-même, metame même keseora, comme la grandeur d'un grain d'orge. Donc il y a une impureté par le contact ou pas, ou pour l'avoir porté. Ve'elo metame bohem, il n'y a pas d'impureté de OL puisqu'il n'y a pas de kazaïd et il n'y a pas non plus de chashivut, d'importance d'un éver étant donné qu'il n'y a pas d'ongle. Amar Rafrizda dit d'avoir zera Benoît Gadol Amro. Cet enseignement, c'est notre grand maître, c'est-à-dire Rav, qui l'a dit, Amakom Yebezro, que Jborou lui vienne en aide, c'est comme une sorte de bénédiction, lui dire Rav
Rabbeinu Agadol, notre maître Shlita, qu'il ait longue vie, que Kadosh Baruch Hu soit avec lui. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Etzba yetera, donc un doigt en plus, le 6e doigt, sheyesh bo etzem ven bo tziporem, qui a un os mais qui n'a pas d'ongle, metame bemaga ou bemasa, donc il va communiquer l'impureté par un contact ou pour l'avoir porté, veno metame beoel, mais il ne communiquera pas l'impureté dans la maison dans Oel. Amar Rabba Babachanan Rabbi Yochanan, mais précise Rabba Yochanan au nom de Rabbi Yochanan, kshenan nisperet al gavayat, même ce 6e doigt, qui n'est pas considéré chachouv, un membre, tant qu'il n'y a pas d'ongle, c'est seulement lorsqu'on ne peut pas le compter avec les autres doigts, c'est-à-dire il n'est pas au même niveau que les autres doigts. Mais s'il se trouve au même niveau, donc bien que c'est un 6e doigt, il a le statut des autres 5 doigts, et même s'il n'y a pas d'ongle, eh bien il y a une impureté en tant que éver, que membre. Donc nous avons compris aussi la deuxième partie de la Mishnah. Donc tout éver qui a un ongle a aussi un os, mais il y en a qui ont un os mais qui n'ont pas d'ongle. Donc la nafkamina, c'est par rapport à l'impureté de Oel, c'est-à-dire de ce doigt qui se trouve dans une pièce. Est-ce que tout ce qui se trouve à l'intérieur sera aussi impur ou pas? Nous avons le dernier cas de la Mishnah, Metame Midras. Kol Metame Midras, c'est-à-dire, la Gemara va expliquer, Kol de Chazel Midras Metamet Memet. Tout ce qui est Chazé, c'est-à-dire qui peut être utilisé en tant que midras, on peut s'asseoir, s'allonger dessus, metamet memet, il va être impur par l'impureté de tmemet, et il communiquera cette impureté aussi, l'impureté du mort. Veyesh, mais il y a des kelim, des ustensiles. Chez metamet memet ve metame midras. Il peut y avoir une impureté de tmemet, mais pas de midras. Comment ça? La touye mal, quel est le cas qui vient être inclus? La touye CA ve tarka. CA, c'est donc un keli qui a une contenance d'un CA, donc une mesure de 6 cabines, ou bien le trécave, c'est le demi-CA, puisque le CA est de 6 cabines, donc un demi-CA c'est 3 cabines, c'est trécave 2, et un cave c'est 3 caves, c'est ainsi que la mida était appelée, la mesure était appelée. Donc un tel keli ne peut pas être utilisé, ne peut pas être aussi metame bemidras. D'Etania, nous avons une braïta, c'est marqué vayoshev ala kli, celui qui est assis sur ce keli, il rendra donc impur le keli aussi. Yachol, kafasea v'yashavalea. Est-ce que même dans le cas où quelqu'un a retourné un keli de siav, qui est suffisamment grand, on peut s'en servir de tabouret, au tarka v'yashavalea, il s'est assis dessus, yetame, est-ce que ce keli sera impur de l'impureté de midras? Dire pas le contact, mais le midras, puisque l'homme impur, le zav, le metzora s'est assis dessus, donc c'est un degré assez fort d'impureté comme nous l'avons déjà vu. Talmud Lomar, le passou vient de dire non. Asher yashav alav azav. C'est un keli où le zav s'est assis dessus. Que veut dire la Torah Asher yashav alav? C'est-à-dire mishmiyuchad le yeshiva, un keli qui est destiné à s'asseoir dessus. Yatzazé, alors que ce keli, il est exclu de cette paracha. Pourquoi? Puisque tout celui qui en a besoin va lui dire lève-toi, c'est pas une chaise, j'ai besoin de ce keli. Donc un keli qui n'est pas destiné à l'utilisation en tant que chaise ou en tant que lit, donc ne peut pas être impur par la touma de midras, bien qu'il peut être impur par la touma du tmemet. Mais tout keli qui peut être impur par la touma de midras, comme une chaise ou un lit, est automatiquement impur par la impureté de Tmemet lorsqu'il se trouvera bien sûr dans une maison ou en contact d'un mort. On continue avec une nouvelle Mishnah, toujours dans les mêmes rapports. Yesh Kayotse Bazé, Kol Raoui Ladun Dine Fashot Raoui Ladun Imamot. Toute personne qui peut juger des jugements de mort, de vie et de mort, c'est-à-dire qui pourra condamner un homme à mort. Lorsque le Bédine devait condamner un homme à mort, il fallait un minimum, un Bédine de 23 personnes. Pas tout le monde peut siéger dans ce Bédine. On va condamner à mort un juif pour telle ou telle transgression. Mais toute personne qui peut siéger dans un tel Bédine et qui peut juger les dîners fachot pourra aussi juger les dîners mamonot, les litiges d'argent. Pourtant, nous avons des cas où un homme peut être juge des dîners mamonot, des problèmes d'argent, mais non pas des dîners nefashot, comme la Gemara avait expliqué. Il s'agit du mamzer et du
guerre du converti. Amar Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda vient expliquer la touye mamzer, on vient inclure le mamzer, l'enfant qui est né de l'adultère. Tanina, nous avons enseigné Chada Zimna, demande l'Agma, c'est déjà enseigné par ailleurs, Akol Ksherim Ladun Dine Mamonot. Toute personne est cachère peut juger les litiges d'argent, donc bien sûr toute personne compétente qui a étudié les halachot de la Torah. Mais en Akol Ksherim Ladun Dine Fashot, mais pas tout le monde peut juger les dîners nefashot, les condamnations à mort. Vavinanba, et on s'est déjà posé la question. Que veut dire hakol, tout le monde, la touyemai, qu'est-ce qu'on vient inclure? Vama Rabbi Yehuda a dit la touye mamzer. On vient inclure même le mamzer, c'est-à-dire même le mamzer pourra juger les dîners mamonot, mais il ne pourra pas juger les dîners nefashot. Donc pourquoi il ne pourra pas juger les nefashot? Rashi nous rapporte que la Gemara dans Sanhedrin l'apprend d'un passouk que le mamzer ne peut pas juger les condamnations à mort. Malgré tout, il peut juger les dîners mamonot. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, nous l'avons déjà enseigné, pourquoi le répéter ici dans Masechet Nida alors que ça a déjà été enseigné dans Masechet Sanhedrin? La Gemara va répondre Chada la touye ger ve chada la touye mamzer. Nous avons besoin des deux endroits, l'un pour inclure le ger et l'autre le mamzer. Le ger peut aussi juger les dîners mamonot, mais il ne pourra pas juger les dîners nefashot comme le mamzer. Vetzriche, nous avons besoin des deux cas. Pourquoi? Si nous avions juste enseigné que le ger, le converti, peut juger les dîners mamonot, je vais dire Mishum deraoui lavo bakal, puisque le ger a le droit de se marier avec tout juif. Toute juive est de la même manière qu'une convertie a le droit de se marier avec tout Israël. Donc le ger, lui, peut se marier, donc Raoui Lavo Bakal, il peut rentrer dans la communauté du clan Israël, donc c'est peut-être pour cela qu'il peut aussi juger Dîner Mamonot. Aval Mamzer, même Mamzer, qui n'a pas le droit de se marier avec le Kahal, c'est-à-dire avec une Israélite, En Raoui Lavo Bakal, puisque lui le ger, En Raoui Lavo Bakal, Imalo, peut-être qu'il ne pourra pas juger les Dîner Mamonot. Donc, nous avons besoin d'enseigner que même le mamzer pourra juger les dîners mamonot. Veyashmoinan mamzer, si on avait enseigné, on avait appris que le mamzer peut juger les dîners mamonot, même s'il ne peut pas juger les condamnations à mort, j'aurais pu dire, le mamzer peut juger. Pourquoi? Mishum dekate mitipak shera. Parce qu'en fin de compte, le mamzer provient d'une goutte cachère, c'est-à-dire d'un juif. Aval ger dekate mitipak psula. Mais le ger qui vient d'une goutte psula, dire d'un non-juif, c'est lui qui s'est converti, et ses parents étaient non-juifs. Imalo, peut-être que lui ne pourra même pas juger dîner mamonot. Tzricha, donc la Gemara va dire non. Lui aussi, nous avons besoin d'enseigner que le ger pourra juger les dîners mamonot. Bien que Tosfot nous rapporte la Gemara dans Yvamot, qui nous dit que un ger ne peut pas juger même dîner mamonot tant que sa mère ou son père ne fait pas partie du clan Israël. C'est-à-dire le ger, si lui-même s'est converti, ou même si ses deux parents se sont convertis, et que lui est né donc d'un père converti ou d'une mère convertie, il ne peut pas juger dîner mamonot. Et là, la Gemara nous dit qu'il peut juger dîner mamonot. Donc Tosfot explique, ici il pourra juger dîner mamonot, mais il pourra juger un autre ger. Mais il ne pourra pas juger un Israël. Donc nous avons encore un cas, que tout celui qui peut juger dîner nefashot peut juger dîner mamonot, mais celui qui peut juger dîner mamonot ne peut pas obligatoirement juger dîner nefashot. Nous allons continuer la Mishnah suivante, puisque c'est assez facile aussi. Kol ha-kasher ladun, kasher la'in. Tout celui qui est kasher, qui peut témoigner, que son témoignage est valable, qui est kasher ladun de juger, qui peut juger, il peut être juge, kasher la'id, il peut aussi témoigner. Veyesh, mais nous avons le cas de quelqu'un chez Kasher Laïd qui pourra témoigner, Veno Kasher Ladoun, mais qui ne pourra pas juger. Quel est le cas? Qui est-ce qui peut témoigner, mais qui ne peut pas siéger dans un tribunal? La Touyema, il demande la Gemara, qu'est-ce que la Mishnah vient nous inclure? C'est-à-dire, qui est-ce qui peut témoigner, mais qui ne peut pas juger? Amar Rabbi Yochanan vient expliquer la Touye Souma Bachat Menav. On vient inclure si un homme est aveugle d'un de ses yeux, c'est-à-dire il ne voit que d'un œil. Un tel homme pourra témoigner, puisqu'il a vu, donc il peut témoigner ce qu'il a vu, la vue de l'autre œil, mais il ne pourra pas juger. Il ne pourra pas juger, puisque, là aussi nous l'apprenons d'un passouk,
comme nous allons le voir dans la Gemara. Oumane, qui est l'auteur donc de cette Mishnah? Rabbi Meiri, c'est Rabbi Meir, et nous continuons d'Afnoun. Nous allons étudier jusqu'à la Mishnah suivante, puisque c'est un morceau assez facile. D'Etania, nous avons une braïta. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir avait l'habitude de dire Ma Talmud Lomar, Al Piem Ye Kolri Vechol Naga. Le pasuk nous dit, lorsque vous aurez une question, vous irez chez les Kohanim de votre époque et sur leur bouche, c'est-à-dire sur leur sac, sur ce qu'ils diront, Yekolri vechol naga, donc sera décidé toute dispute et toute néga, tout bouton de lèpre. Normalement, lorsqu'un homme est lépreux, il doit aller chez le Kohen. C'est le Kohen qui décidera la lèpre. Ce n'est pas le Talmid Chacham, c'est le Kohen. Alors que les rives, les disputes, c'est pas le Kohen. Il faut aller chez un Talmid Chacham, pas obligatoirement un Kohen. Donc là, Rabbi Meir pose la question suivante. Qu'est-ce que le pasuk veut nous apprendre en faisant cette relation entre le rive, la dispute et le néga? Que vient faire les disputes avec les boutons de lèpre? Makesh rivim negaim, il y a un lien entre les deux. Ma negaim, de la même manière que les boutons de lèpre bayom, le Kohen qui va décider de la lèpre ne peut le faire que le jour. Tirtiv, c'est marqué dans le pasuk ubeyom eraodbo, et le jour où il verra ce bouton de lèpre. Donc il faut le voir le jour, pas la nuit. Afrivim bayom, de même, tout rive, c'est-à-dire toute dispute, c'est-à-dire tout jugement, même de Dinim Mamonot, doit se faire le jour et pas la nuit. De la même manière qu'un néga, lorsqu'un Kohen va regarder un bouton de lèpre, il ne peut pas être aveugle. Dirtiv lechol marene Kohen, puisque c'est marqué que le Kohen va voir ce bouton, et ce bouton sera l'école marene Kohen, toute la vision des yeux du Kohen. Et de là, on voit que c'est des deux yeux du Kohen et non pas d'un seul œil. Donc le Kohen qui ne voit que d'un œil ne pourra pas trancher sur les boutons de lèpre. Eh bien, afrivim, de même les disputes, chez l'obesuma. Le juge ne peut pas être aveugle, et ne peut pas être aveugle aussi, même d'un seul œil. Ou makish negaim les rivim. Et ensuite, puisqu'il y a un ekesh dans un sens, on va aussi apprendre dans l'autre sens. Le nega, les boutons de lèpre, on va apprendre des rivim, des disputes. Ma rivim chez l'obekruvim, de la même manière que lorsqu'on vient juger concernant des litiges d'argent, il ne faut pas que les dayanim, les juges, soient des proches parents. Afnegaim, chez l'obikrovim. Donc de même, les negaim, les boutons de lèpre, le Kohen ne peut pas être un proche parent. Im arivim bishloshat. Alors si c'est ainsi, de la même manière que les jugements d'argent, il faut 3 dayanim, 3 juges, alors peut-être pour les negaim, il faudra aussi 3 kohanim. Vedinhu, et c'est même logique, il y a un raisonnement d'un plus forte raison. Mamono bishlosha, si déjà pour son argent il faut 3 dayanim, goufo pour son corps, le cholshken, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il faut la décision de 3 kohanim? Talmud Lomar, le pasuk dit non. Lorsqu'un homme aura un bouton de lèpre, il se tournera vers Aaron à Kohen ou un de ses enfants kohanim. Donc on voit que c'est ou Aaron ou un de ses enfants, un seul est suffisant. Halamadata, tu vois de là, Shafilu Kohen Echad Roet Hanegaim, que même un seul Kohen peut décider, trancher concernant les boutons de lèpre. Donc ce que nous voyons ici, c'est que, comme l'a dit Rabbi Meir, nous allons apprendre les dinim des rives. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller chez les Kohanim, ce n'est pas les Kohanim qui vont trancher les litiges d'argent, c'est des dayanim, les juges, les Talmidei Chacham, les érudits en Torah, même s'ils ne sont pas Kohanim. Malgré tout, on va apprendre l'un de l'autre que si un juge ne voit que d'un seul œil, il ne pourra pas juger, de la même manière que le Kohen qui voit que d'un œil ne pourra pas trancher sur les Negaim. Donc, nous avons compris notre Mishnah, tout celui qui peut juger peut effectivement témoigner, mais parfois un homme peut témoigner mais ne pourra pas juger, c'est celui qui est aveugle d'un œil. Il peut témoigner parce qu'il a vu de l'autre œil, mais il ne pourra pas juger puisque la Torah dit le juge doit voir de ses 2 yeux. La Gemara continue, à Ousamia, il y avait un aveugle, d'Ave Bishvouté de Rabbi Yochanan, qui était dans le voisinage de Rabbi Yochanan, d'Ave Kadayan Dina, qui jugeait, qui siégeait au tribunal. Velo Kamarlev Lomide, Rabbi Yochanan ne lui a rien dit. Demande la Gemara Echia Vadachi, comment Rabbi Yochanan a-t-il pu laisser ce souma, cet aveugle juger? Va Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit Alacha Kestam Mishnah, l'Alacha c'est comme une Stam Mishnah, c'est-à-dire dans notre Mishnah ici nous n'avons pas d'auteur, puisque ce n'est pas marqué le nom de l'auteur, donc la halakha est comme cette Mishnah.
Vetnan, et nous avons vu Kol HaKasher Ladun, Kasher Laed, Yesh Kasher Laed, Ven Kasher Ladun. Tout celui qui peut juger peut témoigner, mais parfois quelqu'un peut témoigner mais ne peut pas juger. Nous avons dit Vamna Latouye Mai, et Rabbi Yochanan a expliqué Latouye Souma Bachat Menav. On vient inclure l'aveugle qui ne voit que d'un œil. Donc lui ne peut pas juger. Donc comment se fait-il? Puisque Rabbi Yochanan a expliqué ainsi la Mishnah, et que la halacha est comme Stam Mishnah, donc comment Rabbi Yochanan a-t-il pu laisser cet aveugle juger? La Gemara répond, Rabbi Yochanan Stama Chinash, car Rabbi Yochanan a trouvé une autre Mishnah Stama, sans auteur, il a fixé la halacha comme cette Stama. Ditnan, nous avons une Mishnah, Dine Mamonot, les Dine Mamonot, Danim Bayom et Gomrim Balayla. On peut commencer le jour et terminer la nuit. Donc tu vois bien que d'après cette Mishnah, on n'apprend pas les rives des Negaim, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Meir, on va apprendre l'un de l'autre et on ne pourra pas juger la nuit, mais que le jour. Ici, la Mishnah nous dit qu'on pourra juger et le jour et terminer la nuit. Donc, puisque le Tana de la Mishnah dans Sanhedrin, que Rabbi Yochanan nous rapporte ici, n'est pas d'accord avec le limoud de Rabbi Meir, donc il n'est pas d'accord non plus sur la suite du limoud, et il n'est pas d'accord qu'un aveugle, un homme qui ne voit que d'un œil, ne peut pas juger. Au contraire, d'après Rabbi Yochanan, il pourra juger, c'est ce que pense le Tana de Sanhedrin. Alors demande la Gemara, d'accord, mais nous avons deux Tanaïm, nous avons un Tana ici dans Nida, un Tana dans Sanhedrin, pourquoi Rabbi Yochanan a choisi celui de Sanhedrin plutôt que celui de Nida? La Gemara répond, Mayul Medeai, donc pourquoi celui-ci est mieux que le nôtre? La Gemara répond, Mayul Medeai Stama Maïstama, pourquoi ce Stam plus que l'autre? Iba était ma Stama de Rabbi Madif. D'abord parce que c'est Stama des Rabbim, c'est-à-dire le Stam dans Sanhedrin, ce n'est pas Rabbi Meir, alors qu'ici nous avons expliqué que c'est Rabbi Meir. Donc Rabbi Yochanan préfère choisir les Chamim par rapport à la majorité, par rapport à Rabbi Meir. Ou bien Vibaitema Mishum de Katanela Gabil Cheta de Dîner. Étant donné que la Mishnah dans Sanhedrin, l'autre Stama, est marquée au sujet des Dayanim, c'est le sujet de Sanhedrin, non pas le sujet de Nida. Ici c'est vrai qu'on a rapporté cette Mishnah, mais qui n'a aucun rapport avec notre Masechet. Ici, on ne parle pas des Dayanim. Donc, Rabbi Yochanan a plutôt préféré choisir la Mishnah, la Stama de Sanhedrin, puisque c'est dans le sujet des dîners Mamonot. Et donc, Rabbi Yochanan a fixé qu'un aveugle peut aussi juger. Donc, un aveugle, ou même un aveugle, donc à plus forte raison, un aveugle qui ne voit que d'un œil pourra donc juger. Notre Mishnah, c'est Rabbi Meir qui pense qu'un homme qui ne voit que d'un œil ne pourra pas juger, et donc nous avons quelqu'un qui peut témoigner mais qui ne peut pas juger, mais c'est vrai que toute personne qui peut juger pourra aussi témoigner. Donc là, nous allons nous arrêter ici.